Salut tout le monde, on plonge direct dans le vif du sujet aujourd'hui. L'idée, c'est de décortiquer le paysage macroéconomique marocain. Et pour ça, on a une vraie mine d'or sous la main. Les sujets et corrigés des examens nationaux d'éco et de stats du bac de 2022 à 2024. C'est vraiment une période charnière, hyper riche en rebondissements, qui va nous permettre de voir l'économie sous un angle super concret, très loin de la théorie pure. En fait, la vraie question qui va nous guider, c'est de savoir comment l'État marocain réagit face aux crises économiques. Parce qu'on ne va pas juste réviser des concepts, on va résoudre un véritable puzzle. Avec toutes les perturbations mondiales et climatiques récentes, comment les autorités arrivent-elles à ajuster le tir? Quelles sont les manettes qu'elles actionnent pour stabiliser tout ça et surtout protéger le pouvoir d'achat? C'est ce grand récit de gestion de crise qu'on va dérouler ensemble. Et pour ça, voici notre plan de vol. On commence par la mesure de la croissance, on verra ensuite les caractéristiques du chômage, puis les causes de l'inflation. Après ça, on passera à la politique monétaire et on terminera sur la politique budgétaire. Allez, c'est parti pour notre première étape, la mesure de la croissance. Alors regardez bien ça, c'est ce qu'on appelle le carré magique de Kaldor. Ça permet de lire d'un seul coup d'œil 4 objectifs macroéconomiques majeurs. La croissance, l'emploi, la stabilité des prix et l'équilibre extérieur. Ce graphique, tiré direct de l'examen de 2023, compare le Maroc et la Malaisie en 2022. Et honnêtement, le constat s'auto-se non. La surface du quadrilatère du Maroc est beaucoup plus petite. En clair, ça veut dire que la situation conjoncturelle était bien plus délicate chez nous, avec de sacrés vents contraires. On enchaîne avec le deuxième point, les caractéristiques du chômage. Et là, on a un chiffre qui en dit long, 44,3%. C'est le taux d'activité au Maroc, tiré des annales de 2023. Et c'est un chiffre vraiment crucial, parce qu'il ne mesure pas juste le chômage classique, mais plutôt la part de la population en âge de travailler qui est réellement active sur le marché. Donc 44,3%, ça révèle un problème structurel très profond. En gros, ça veut dire qu'une immense partie de la population est tout simplement en dehors du marché de l'emploi. Et ça, pour relancer une croissance inclusive, c'est un défi absolument colossal. On passe maintenant au troisième gros morceau, les causes de l'inflation. Bon, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut utiliser les bons termes. Dans les examens, on insiste énormément sur l'inflation qu'on appelle sous-jacente. Pourquoi? Eh bien parce que c'est malin. En enlevant les prix qui font le yo-yo, comme les produits frais, ou ceux qui sont fixés par l'État, les économistes arrivent à isoler la tendance lourde, la vraie fièvre du marché, quoi. C'est indispensable pour savoir si la hausse des prix est juste un coup de chaud passager, ou si c'est vraiment installé durablement dans le système. Mais concrètement, comment on calcule cette hausse des prix? Les documents nous rappellent 2 outils statistiques incontournables, l'indice de Las Payers et l'indice de Pache. C'est très simple, la différence se joue sur les quantités consommées qu'on décide de regarder. Las Payers, lui, va figer les habitudes de consommation sur une année de référence dans le passé. Pache, à l'inverse, va prendre les quantités de l'année en cours, ce qui reflète l'adaptation des gens face aux nouveaux prix. Ces calculs, c'est ni plus ni moins la recette pour obtenir le fameux indice des prix à la consommation, l'IPC. Ok, mais d'où vient cette inflation à l'origine? La théorie nous donne 4 grandes pistes. Ça peut venir de la monnaie, genre s'il y a trop de billets en circulation. Ça peut venir de la demande, quand tout le monde se rue pour acheter la même chose en même temps. Ça peut aussi venir des coûts, quand les entreprises payent plus cher pour produire et qu'elles le répercutent sur le prix final. Et enfin, ça peut être structurel, par exemple s'il y a un manque de concurrence sur certains marchés. Gardons bien ces 4 pistes en tête pour analyser le cas du Maroc. Et bingo, les sujets d'examen nous donnent la réponse exacte pour notre période. Récemment, l'inflation au Maroc, elle s'explique très clairement par les coûts et par des chocs d'offres. Les textes citent 3 grands coupables, la flambée des prix de l'alimentaire et du carburant au niveau mondial, les conséquences de la guerre en Ukraine, et en interne, une sécheresse très sévère qui a plombé l'agriculture. En bref, on a le combo parfait, une inflation importée mélangée à un vrai choc climatique local. Ce qui nous amène à la 4e partie, la politique monétaire de Banque Al Maghreb. Alors là, il faut absolument bien séparer les choses, c'est un grand classique du bac. D'un côté, on a la politique monétaire. Ça, c'est le terrain de jeu exclusif et indépendant de la banque centrale, Banque Al Maghreb. Son job, c'est de gérer l'argent qui circule et le coût des crédits. Et de l'autre côté, on a la politique budgétaire. Là, c'est l'arme de l'État, du gouvernement, qui va utiliser ses impôts et ses dépenses pour booster ou calmer l'économie. Du coup, pour agir de son côté, Banque Al Maghrib a une sorte de volant de contrôle principal, le fameux taux directeur. C'est le taux d'intérêt auquel la banque centrale prête de l'argent aux banques normales. Si elle le monte, faire un crédit coûte plus cher pour tout le monde, donc ça freine la demande. Mais si elle le baisse ou le garde très bas, ça donne un coup de fouet, ça encourage tout le monde à emprunter, investir et consommer. Et devinez quoi? En 2022, face au ralentissement, voilà exactement ce qu'a fait Banque Al Maghreb. Elle a maintenu son taux directeur à un niveau historiquement bas à 1,5%, tout en injectant massivement des liquidités dans le système. On parle de près de 58 milliards de dirhams injectés au total via des avances et des opérations de pension livrées.
Le but ultime de tout ça, c'était de s'assurer que les banques aient assez d'argent pour continuer de financer l'économie à moindre coût, histoire de traverser la tempête sans tout bloquer. Allez, on passe à la 5e et dernière partie, la politique budgétaire de relance. Si on prend le projet de loi de finances 2024, c'est littéralement un cas d'école d'une politique de relance à fond. L'État a joué sur tous les tableaux. Côté de dépenses, on a une hausse record de l'investissement public, 335 milliards de dirhams. L'idée, c'est de construire, de créer de la richesse. Et pour protéger le pouvoir d'achat face à l'inflation, des actions hyper directes ont été lancées. On a supprimé la TVA sur pas mal de produits de base et surtout, on a mis en place des aides financières directes de 2500 dirhams par mois pour soutenir 60 000 familles dans le besoin. C'est du très concret. Et ça nous amène pile à la réflexion finale, qui était d'ailleurs super bien amenée dans la synthèse de l'examen de 2024. On vient de lister tout un tas de mesures de sauvetage immédiates, à la fois monétaires et budgétaires. Mais attention, on l'a bien vu, cette inflation, elle ne vient pas du fait que la demande est excessive. Elle vient de chocs externes et de problèmes de structure. Alors ces pansements à court terme, est-ce que c'est vraiment suffisant ? Les corrigés sont clairs là-dessus. Pour vraiment maîtriser les coûts sur le long terme et sauver le pouvoir d'achat, le Maroc a cruellement besoin de réformes structurelles profondes. C'est la grande question qui reste ouverte pour repenser tout le modèle de développement des années à venir.